Chères auditrices et chers auditeurs de Micro-ondes, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Alain. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-ondes. Organisée pour la première fois dans un pays arabe, la Coupe du Monde 2022 est éminemment politique. Scandale depuis l'attribution de la compétition au Qatar, appel au boycott, scandale autour du brassard One Love refusé par la FIFA, l'équipe d'Iran au cœur d'une lutte d'influence. Le débat s'est souvent déplacé hors du terrain. Plusieurs fois par le passé, le mondial de football est souvent allé au-delà de l'enjeu sportif. Aujourd'hui, les faits, ou plutôt les paroles sur lesquelles je souhaite revenir, sont les propos tenus par notre président Emmanuel Macron le 16 novembre dernier à Bangkok lors du sommet Asie-Pacifique. Je cite. « Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l'événement. La vocation de ces grands événements, c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des manières de discuter, là où des gens n'arrivent plus à se parler. Et la question de la politisation du sport est souvent revenue depuis le début de la compétition, et les faits sur le terrain nous montrent que le sport est souvent plus politique que sportif. Les Anglais ont par exemple posé un genou à terre pour lutter contre les discriminations. Les Iraniens ont refusé de chanter leur hymne lors de leur premier match pour soutenir leur peuple. Et les Allemands ont décidé de mettre une main sur la bouche lors de la photo d'équipe traditionnelle pour protester contre l'interdiction de porter le brassard One Love. Personnellement, je trouve que les propos, tenus fièrement par Emmanuel Macron le 16 novembre dernier dans les médias, sont hypocrites, car, pour rappel des faits, 2 jours auparavant, la mairie de Paris a décidé donc de présenter les mascottes, qui sont les mascottes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et alors si ces 2 mascottes ont pu susciter le débat, car certains le trouvent très proche de la forme d'un clitoris, d'autres l'ont critiqué pour sa production en Chine, c'est car ces 2 mascottes seront des bonnets phrygiens, du coup appelés les phryges. Ces bonnets phrygiens, pour rappel, ont été portés par Marianne, c'est un couvre-chef également coiffé par les esclaves affranchis de la Rome antique. Donc 2 symboles, symbole de la Révolution française et symbole actuel de la République. Peut-on dire à 2 ans des Jeux Olympiques que la France accueillera que le sport n'est pas politique? Non. Au-delà du boycott, voici une question auquel je n'ai pas de réponse, mais qu'il est selon moi important de mettre sur le tapis. Est-ce aux sportifs de porter les débats politiques? Certaines nations nous ont clairement montré que non. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Iran nous ont prouvé que la Coupe du Monde était certes une compétition internationale, mais aussi un magnifique théâtre, une scène pour porter face au monde entier des valeurs, des engagements et du soutien, comme ça a été le cas pour l'Iran. Certaines nations comme la France ont refusé de porter par exemple le brassard One Love avant son interdiction, avec comme motif, comme raison, explicité par Benjamin Pavard et Hugo Lloris par exemple, que l'enjeu était pour eux seulement sportif et qu'ils préféraient se focaliser sur la compétition. Il ne faut pas cependant trop dissocier l'éthique du foot. Par exemple, on sait qu'au sein des clubs de foot, entre les joueurs et les clubs, existent des clauses éthiques qui peuvent seulement parfois se restreindre à dire bonjour ou applaudir le public, mais celles-ci prennent la forme d'incitation financière, comme c'est le cas au PSG, c'est-à-dire qu'un joueur, s'il dit assez bonjour à son public, prend des photos avec les fans, aura une compensation financière pour le féliciter d'avoir eu ce comportement. On voit que selon les pays, selon les clubs, il y a différentes échelles, différents niveaux d'implication des sportifs dans une relation éthique, que ce soit avec leurs fans, avec par exemple les accommodations de la FIFA, notamment vis-à-vis des défenses pour les LGBT, comme il existe le brassard LGBT durant certaines journées en Ligue 1. Ainsi, pour la Coupe du Monde, doit-on reprocher aux sportifs de seulement refuser de porter du coup ces débats politiques, alors que les politiques refusent de les porter à leur place? Avant d'aborder notre dernière partie, beaucoup plus politique, si ce n'est géostratégique, je souhaite montrer 2 exemples sportifs qui sont aujourd'hui dans les annales du sport, qui montrent que le sport peut parfois amener la politique là où la politique elle-même, intrinsèquement, ne peut pas aller. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est celui de Jesse Owens qui, lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, organisés par l'Allemagne nazie, va obtenir 4 médailles d'or, en 100 mètres, en 200 mètres, en 4 x 100 mètres et en saut longueur. Alors que l'Amérique, à l'époque, est très ségrégationniste et marginalise les Afro-Américains, les exploits de Jesse Owens vont ruiner la démonstration tant espérée par le Troisième Reich de supériorité de leurs athlètes ariens sur d'autres races, et va aussi à la fois contribuer à la fierté des Afro-Américains dans leur combat pour être reconnus comme des citoyens à part entière dans leur pays, les États-Unis. Cependant, après ses exploits en 1936, il ne prendra pas part publiquement
au combat des Afro-Américains aux États-Unis, c'est qu'il montre qu'un sportif, si malgré lui, ou plutôt grâce à lui, il devient le symbole, le flambeau d'une lutte, du coup là, de lutte paradoxale, enfin de lutte parallèlement, il n'est pas obligé de prendre sur ses épaules l'entièreté des choix politiques et de combats politiques s'il ne décide pas. Alors ça c'est l'exemple de Jesse Owens, et le second exemple que j'ai choisi, c'est celui des Springboks. L'exemple incroyable des Springboks est celui de la Coupe du Monde 1995 qui se déroule sur leur terre et que l'on peut retrouver parfaitement retracé dans le film de Clint Eastwood Invictus sorti en 2009. Ce qui est incroyable avec ce film, c'est que la Coupe du Monde 95 va être remportée par l'Afrique du Sud sur ses propres terres, alors que pendant plus de 40 ans, le système d'apartheid, un système racial, a divisé les Noirs et les Blancs en excluant totalement les Noirs de la société. Et ce système, dont on peut encore voir les effets, dont les effets sont encore visibles aujourd'hui, a, l'espace d'un instant, a été du coup oublié, et la Coupe du Monde de rugby, l'équipe de rugby des Springboks a permis une réconciliation temporaire, un premier pas vers la paix entre les Blancs et les Noirs, avec cette scène à la fin de la Coupe du Monde, lors de la finale, où c'est du coup en personne Nelson Mandela qui va remettre la Coupe du Monde au capitaine blanc François Pinard, et une foule, alors composée de 95% de blancs à la base raciste sortant d'un système ségrégationniste, va se mettre à aduler et à hurler le prénom de Nelson Mandela, alors que même Nelson Mandela portait le maillot des Springboks, le maillot vert, symbole même de l'apartheid, donc de l'ennemi. C'est cet exemple qui montre que le sport peut parfois permettre une réconciliation qui sera jamais une réconciliation parfaite, mais qui va, dans cet exemple-là, permettre la paix entre les Noirs et les Blancs, donc temporairement un premier pas vers la paix. Et c'est ce qu'on aimerait qui se produise aujourd'hui avec la Coupe du Monde au Qatar. Alors qu'Emmanuel Macron avait donc déjà décidé de ne pas s'opposer à la Coupe du Monde, ou en tout cas de ne pas prendre parti pour ou contre ce qui appelait au boycott diplomatique, ces derniers tweets, qui sont apparus il y a quelques jours, ont suscité à nouveau la polémique. Je cite: Dans un monde confronté à une succession de crises, nous devons préserver l'esprit du sport qui doit rester un espace de rapprochement des peuples autour de valeurs universelles. Cette Coupe du Monde de football, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. Ainsi, alors que les appels au boycott diplomatique se multiplient, le chef d'État français a décidé donc de tweeter au soutien du riche émirat. Il évoque donc des valeurs universelles du sport que partagerait ainsi le Qatar, alors que de nombreux rapports comme ceux d'Amnesty International et de nombreux autres médias rappellent et nous prouvent que le Qatar matraque les droits humains comme ceux de la planète. Nous allons tenter de comprendre pourquoi Emmanuel Macron aujourd'hui a décidé de prendre parti pour le Qatar et pour cette Coupe du Monde. Nous faisons face ici à des aspects financiers et politiques qui dépassent les intérêts sportifs du football. On peut notamment citer donc la bonne relation entre le Qatar et la France, donc la cohérence entre leurs politiques étrangères et leur position vis-à-vis de grand nombre de dossiers, notamment le fait que le Qatar soit devenu un allié stratégique de la France dans la région du Moyen-Orient, et que le Qatar et la France soient d'accord sur les politiques à tenir vis-à-vis de nombreux pays, notamment la Libye, le Liban, le Soudan, la Somalie ou l'Érythrée en tout cas. Il faut aussi rappeler que la présence financière des Qataris en France est très importante. Depuis plusieurs années, depuis maintenant une dizaine, voire quinzaine d'années, les Qataris s'implantent en France, notamment à travers d'IDE, donc de flux d'investissement, que ce soit dans l'hippisme, dans le foot avec le PSG, dans les hôtels, notamment sur la Côte d'Azur, mais aussi dans des musées ou des théâtres parisiens. En 2015, le Qatar avait acheté 24 avions de chasse Rafale que la France a du mal à vendre pour une énorme somme, la somme de 6,3 milliards d'euros. La France également a réalisé de nombreux investissements au Qatar, notamment dans les domaines du gasoil, des infrastructures énergétiques, et donc cette relation est aussi caractérisée par des échanges dans les domaines économiques, commerciaux, aéronautiques, militaires et sécuritaires. Ainsi, je pense personnellement que, avec tous les rapports qu'Amnesty International a publiés durant les 12 dernières années, la FIFA aurait dû tenter de modifier la localisation de cette Coupe du Monde dans un pays où les infrastructures sportives, ou dans plusieurs pays où les infrastructures sportives sont suffisantes et déjà prêtes à accueillir une telle compétition et de tels matchs à enjeu, mais qu'aujourd'hui le temps du boycott n'est plus là, que le boycott est inutile, et qu'il faut utiliser la visibilité et la scène, cette grande scène internationale avec beaucoup de spectateurs qu'est la Coupe du Monde, pour porter aujourd'hui nos valeurs internationales, nos valeurs certes occidentales, mais nos valeurs de paix, de liberté et de droit.
Je vous remercie à tous pour avoir écouté cette émission et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous d'Alain. Je vais faire un distinguo bien précis. Pour moi, il y a toujours eu dans la vie journaliste et journaliste, presse et une certaine presse ou une autre presse. Le rendez-vous d'Alain, c'est tous les mercredis à 18h sur Micro-11.